Et oui, le feu dans le jeu. Alors que la formule, c'est que le football n'est qu'un jeu, la CAN qui se passe au Cameroun, non seulement est émaillée de sang, et c'est pour cela d'ailleurs que j'ai dit la CAN 100%. Oui, émaillée de sang suite aux bousculades au stade Olembe, baptisé Paul Biya, le stade qui a connu des bousculades et dont les victimes sont estimées à 8, mais selon les chiffres que nous avons, ça dépasse déjà une dizaine, voire une douzaine, et des blessés qui pourtant devaient être pris en charge. La canne dans le sang, c'est cette canne, justement, qu'on annonçait, sucrée, qui est devenue ensanglantée. Ensanglantée, mais aussi une canne qui est en train de tuer les liens de fraternité que les peuples avaient entre eux et qui aujourd'hui sont en train de s'effriter, voire en train de créer une inimitié qui risque de faire que des petites brindilles comme ça, que la communauté camerounaise en Côte d'Ivoire ou que la communauté ivoirienne au Cameroun soit très mal vue. Et c'est pour cela d'ailleurs que j'ai décidé de prendre la parole par rapport aux événements qui sont en train de se dérouler au Cameroun et aussi en Côte d'Ivoire, voire à travers le monde, à travers cette CAN qui ne se joue plus dans les stades sur la pelouse, mais qui s'est déportée sur des réseaux sociaux et qui est en train d'enflammer non seulement la toile, mais aussi exacerber les communautés. Oui, la canne sucrée, devenue ensanglantée, devenue vinaigrée, cette canne aujourd'hui fait-elle encore la beauté du continent africain où pourtant, lorsque les Européens ou les Occidentaux se sont dressés pour la tenue de cette canne, ou bien lorsque les joueurs, les clubs européens avaient décidé de bloquer leurs joueurs, nous avons manifesté ensemble, main dans la main, à coups de franche, pour tirer contre la FIFA, Gianni Infantino, pour que, et bien sûr les clubs européens, pour qu'ils puissent libérer nos meilleurs éléments. Oui, on a vu une Afrique unie comme un seul homme pour dire non à la FIFA, pour dire non aux clubs européens. Oui, on a vu les États-Unis d'Afrique. Oui, on a vu comment est-ce que cette Afrique-là finalement montrait qu'elle devait compter et qu'elle ne pouvait pas se laisser piétiner. Mais à peine sortie de cette victoire, nous voici avec une Afrique balkanisée, émiettée, bien sûr, avec cette lutte acharnée ou cette guerre qui est en train de couver entre les communautés ivoiriennes et les communautés camerounaises. Mesdames et messieurs, parce que chacun d'entre vous est certainement dans les réseaux sociaux, vous avez pu constater des prises de parole et puis vous avez aussi vu des sorties des personnalités qui pourtant devraient avoir assez de retenue. Des influenceurs jusqu'aux artistes, on en est arrivé à des défis grands, alors que ces gens devraient plutôt calmer le jeu et surtout montrer que l'Afrique doit aussi accepter les critiques. Critiquer n'est pas détester. Critiquer n'est pas bagarrer. Oui, on peut critiquer son ami. On peut critiquer son épouse. On peut critiquer un pays ami. La CAN au Cameroun, bien sûr, avec un stade Japoma qui ressemblait à un champ de patates, a déçu pas mal d'observateurs. Pas seulement africains, pas seulement ivoiriens, mais le monde entier. Parce que ce stade n'était pas à la hauteur de l'événement. La preuve la plus patente est que le dernier match, suite aux négociations intenses du Cameroun, va se tenir à Japoma, là où les Lions vont jouer le quart de finale.
Après, c'est terminé. Maintenant, tout revient à Yaoundé. Yaoundé, où malheureusement, le stade qu'on vantait comme l'un des plus beaux ou le plus beau, selon ceux qui sont du gouvernement et qui en font le tam-tam, le stade Olembe qu'on présentait comme étant le plus beau est donc fermé. Nous y reviendrons. Mais cependant, le grand mal, ou alors ce qui a pu mettre le feu, vient du simple fait que nous, Camerounais, ne supportons pas les critiques. Lorsque le Cameroun rencontre la Côte d'Ivoire au stade Ebimpe et que les Lions indomptables sont battus par 2-1, au lieu de chercher la défaite sur notre organisation qui était moribonde de ce jour-là, au lieu de trouver les failles qu'il y avait déjà dans notre équipe qui a eu de la peine d'ailleurs à convaincre ou à vaincre les Comores, nous avons utilisé le prétexte d'un champ de patates pour critiquer la Côte d'Ivoire. Pourtant, c'est un pays ami, dit-on. Mais les Camerounais, nous sommes allés justement avec des dents bien aiguisées pour déchiqueter l'éléphant. Jamais les Ivoiriens n'avaient lancé un mot de boycott contre le Cameroun. Ils furent accueillis à Japoma, où la pelouse était verte, le stade beau, et ils avaient apprécié. Malgré leur élimination, ils n'avaient pas critiqué le peuple camerounais, ni les stades du Cameroun, ni quoi que ce soit. Ils avaient donc été fair play alors qu'ils venaient d'être éliminés pour la Coupe du Monde. Cette fois-ci, c'est le Cameroun qui accueille donc la CAN. Lorsqu'on fait donc le retour de la CAN, ou alors le retour du bâton, si vous voulez, les Camerounais trouvent que le monde entier en fait trop et que les Ivoiriens sont devenus des Judas parce qu'ils auraient supporté les équipes adverses. Et à partir de cet instant, comme si c'était des ennemis acharnés, comme si c'était une véritable guerre mondiale, pour la première fois, le peuple camerounais, qui ne parvient pas à se mobiliser contre les prix de l'huile, des palmes qui montent, le peuple camerounais qui ne parvient pas à se mobiliser pour les frais sur Orange Money ou encore MTN, le peuple camerounais qui ne parvient pas à se mobiliser lorsqu'il y a des coupures d'eau, d'électricité, le peuple camerounais qui ne parvient pas à se mobiliser lorsque les enfants sont tués, lorsque les taximens ou encore même leurs voisins sont enfermés, sont tabassés, sont humiliés par d'autres Camerounais, ce peuple camerounais a réussi à se mobiliser contre la Côte d'Ivoire, contre les Ivoiriens. Oui, en toute sportivité, on peut ne pas supporter la Côte d'Ivoire. On n'est pas obligé à supporter la Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, je l'ai dit, on supporte son équipe de cœur, comme aussi on peut supporter le beau jeu. Et c'est pour cela d'ailleurs que j'ai publié que je supporterais les éléphants de Côte d'Ivoire, parce qu'ils m'avaient séduit par le beau jeu. Ce n'est pas parce qu'ils étaient noirs comme moi, ce n'est pas parce qu'ils étaient subsahariens comme moi, puisque d'ailleurs, j'ai souvent défendu Mohamed Salah et j'ai souvent défendu les pharaons, mais compte tenu du fait que c'est l'une des équipes nous ayant offert le vrai spectacle, cette équipe méritait d'être applaudie et méritait même de poursuivre la compétition. Hélas, en fin de temps, il n'y aura qu'un seul vainqueur. Mais cependant, aujourd'hui, au-delà de ce qu'on est en train de vouloir, organiser une CAN, ce n'est pas se dresser contre la Côte d'Ivoire. Organiser une CAN, c'est aussi montrer qu'on est un pays d'accueil. Paul Biya, dans son discours de fin d'année, avait exhorté le peuple camerounais, ceux qui signifient d'abord les militants du RDPC, ceux qui se disent patriotes, d'accueillir les étrangers.
Quand on accueille les étrangers, on ne crache pas sur les étrangers. Quand on se dit fan, sympathisant du régime Biya, on devrait donc écouter celui-là qui est leur Dieu, c'est-à-dire Paul Biya. Paul Biya demandait un accueil aux étrangers. Même l'opposant Maurice Kamto a mis en couveuse, ou alors a d'abord mis entre parenthèses la lutte pour la liberté en se disant il fallait d'abord finir avec la CAN et surtout avec les étrangers. Mais qu'est-ce qui arrive aujourd'hui à mon peuple? Qu'est-ce qui arrive à mes sœurs et à mes frères? Puisque toute personne qui veut critiquer, qui veut sortir, qui veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien, on suit cette personne, on se muscle et comme des fourmis ou comme des abeilles, on se lance contre cette personne. Et voilà la fatwa qui a été lancée contre les Ivoiriens. Au stade Japoma, et pourtant Serge Aurier était le seul à défendre le Cameroun et le stade Japoma, eh bien, les Camerounais ont dit qu'ils allaient supporter la Côte d'Ivoire parce que les Ivoiriens étaient devenus des Judas, parce qu'eux supportaient les Ivoiriens. Et maintenant, ils vont se dresser contre les Ivoiriens. Ils ont appris à chanter l'hymne, que c'est ridicule pour beaucoup qui ne connaissent même pas l'hymne national de leur pays. Oui, ils ont chanté, ils ont donc été très satisfaits de la défaite de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire devrait rentrer, l'éléphant est tombé et la chasse devrait s'arrêter. Mais comme non, le lendemain, on reprend la bagarre, on va plutôt au niveau du feu, ajouter du carburant et laisser des personnalités ayant pignon sur rue qui prennent le relais, qui réactivent justement cette bagarre qui, aujourd'hui, même avec les faux comptes, on crée des messages d'hommes politiques pour venir alimenter cette animosité. Mesdames et messieurs, je voudrais d'abord rappeler au peuple camerounais et à ceux qui disent que nous sommes un pays béni du foot, que nous avons 5 ans et que personne ne devrait nous parler. Je devrais rappeler à cela que la première CAN que le Cameroun remporte, le 18 mars 1984, se joue en Côte d'Ivoire. Oui, la toute première CAN du Cameroun. J'entends des gens dire qu'on ne peut pas organiser une compétition et on ne la remporte pas. La Côte d'Ivoire avait organisé sa compétition. Et ce sont les Lions indomptables qui ont éliminé la Côte d'Ivoire, les éléphants de Côte d'Ivoire, en demi-finale à domicile. Aucune maison d'un Camerounais en Côte d'Ivoire n'avait été détruite. Les Ivoiriens n'avaient pas lancé une fatwa contre les Lions indomptables. Bien au contraire, le président Houphouët-Boigny lui-même était venu au stade et avait appelé les Ivoiriens à supporter massivement les Camerounais. Oui, la Côte d'Ivoire qui ne jouait pas ce jour-là, alors que la Côte d'Ivoire pouvait se retourner contre son ennemi ou contre son bourreau, les Ivoiriens étaient 50 000 au stade pour un stade Houphouët-Boigny qui prenait 40 000 personnes. Le chef de l'État ivoirien avait pris des mesures en disant au peuple ivoirien que l'entrée était gratuite. La sécurité avait été assurée. Et pendant cette finale, qui devait opposer le Cameroun, aux Aigles, aux Super Eagles du Nigeria, à l'époque, on les appelait les Green Eagles, eh bien, le Cameroun avait bénéficié du 12e rang.
le public ivoirien, pour revenir au score, parce que après le premier but encaissé par Joseph-Antoine Bell, à la 11e minute, sur un coup franc d'Ndjeya, de Mbitarantes, envoyé à Ndjeya, le Cameroun égalisa. Tous les Ivoiriens dansaient comme si c'est eux qui avaient marqué. On va se rappeler d'une action qui est restée historique pour Roger Mila avec Dr Abega. C'était à la 70e minute, 76e minute, autant pour moi. Lorsque en 1-2, Abega, Mila, eh bien, chef-d'œuvre, le Cameroun était en train de tuer le Nigeria. Tous les commentateurs étaient debout et tout le stade ovationnait Mila Abega. Nous sommes au stade Houphouët-Boigny. Et à la 86e minute, justement sur une autre action, rondement menée par le même Mila qui avait dribblé 2 joueurs, il passa la balle à Bouboul, un joueur de Tonnerre de Yaoundé qu'on appelait, il est encore vivant, Ebongé. Et il alla crucifier le gardien nigérian qui avait un nom camerounais. Oui, il s'appelait Okala. Le Cameroun remporta donc sa première CAN en Côte d'Ivoire devant le président Houphouët-Boigny qui embrassait chaque joueur camerounais. Si le Cameroun a donc la CAN, les CAN 5 aujourd'hui, c'est parce que la Côte d'Ivoire nous a souri. C'est parce que la Côte d'Ivoire nous a soutenus sans jalousie. Pourtant, il y avait déjà eu 14 CAN. Et le Cameroun ne réussissait pas. Il y avait déjà eu même la CAN à Yaoundé en 72. Ça ne s'appelait même pas la CAN, ça s'appelait la Coupe d'Afrique des Tropiques. Donc Cameroun à domicile avait perdu contre le Congo avec un but de Bemba Tostao en demi-finale. Et justement, cette CAN était restée en travers de gorge du Cameroun qui avait réussi cependant à gagner derrière cette CAN la notoriété internationale. Cette notoriété était venue par Manu Dibango qui avait composé un 45 tours financé par Amadou Ahidjo. Et c'est dans ce 45 tours, l'hymne de la CAN, à la phase B, qu'il y avait Soul Makossa. Soul Makossa qui fera de Manu Dibango une star interplanétaire. Et si Manu Dibango a réussi dans la musique, il faut se dire que la Côte d'Ivoire lui a donné l'onction. La Côte d'Ivoire lui a donné la chance qu'il n'a pas eu au Cameroun. Oui, Manu Dibango était parti du Cameroun par bateau. C'est vrai qu'il n'était pas dans une famille malheureuse en 1949. Et puis il arrive en France, où finalement il devait échouer au bac en 1956 et puis ses parents lui avaient coupé des vivres. Et Manu Dibango se lança dans la musique. Et puis il était parti en Belgique. Et puis de la Belgique, il va rencontrer Kabasele alors que Kabasele dirige l'orchestre qui deviendra d'ailleurs le tout-puissant OK Jazz, African Jazz. Donc Manu Dibango, entre-temps, non seulement a bénéficié donc de cet appui de Kabasele, mais surtout a bénéficié de l'apport de l'État ivoirien. C'est l'État ivoirien, toujours à travers Houphouët-Boigny, qui va appeler Manu Dibango. Alors que Manu Dibango était au Congo, en RDC, il arrive au Cameroun pour s'installer, il va ouvrir un bar qu'on appelle Tam Tam, ou une boîte. Les autorités camerounaises vont le chasser, vont fermer la boîte. Mais en Côte d'Ivoire, c'est le président de la République
accueilli Manu Dibango. Et Manu Dibango fut nommé directeur d'orchestre de la radio-télévision ivoirienne. Nous sommes en 1975, 3 ans après la CAN au Cameroun, où Manu Dibango avait été balayé. Durant, Manu Dibango est resté directeur général de la radio-télévision ivoirienne. C'est d'ailleurs là-bas où il avait composé le célèbre morceau Afrique sans flic. En Côte d'Ivoire, Manu Dibango, les Camerounais savent-ils que le dernier spectacle que Manu Dibango donne étant vivant, c'est en Côte d'Ivoire? Oui. Avant de mourir de Covid, Manu Dibango est parti organiser un concert. Un concert le 29 juin 2018 à l'Hôtel Ivoire, à la salle du Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. Il y avait 1200 personnalités triées dans le tas. Et Manu Dibango avait pris la parole pour dire que s'il a réussi dans la musique, c'est grâce à la Côte d'Ivoire. Et il venait fêter dans cette salle-là ses 60 ans de carrière. Beaucoup d'artistes, j'ai vu des sorties, dire que oui, vous venez prendre des miettes ici, on vous attend quand vous viendrez. Qui est plus riche musicalement en Afrique et internationalement reconnu comme Manu Dibango? Pourtant, c'est en Côte d'Ivoire. C'est en Côte d'Ivoire que Manu Dibango a eu tous les honneurs. Certes, Hervé Gouge avait voulu qu'il fasse une petite émission, une grande émission, dans une chaîne de télévision, la 3, mais Houphouët-Boigny lui a dit, viens t'installer ici. Il n'était mieux payé que n'importe quel cadre. Mieux que le directeur général de la radio-télévision ivoirienne. Manu Dibango, il dînait avec le chef de l'État. Oui. Plus de 50 titres. Plus de 50 albums, plaisir. Et participation. Qui peut parler devant Manu Dibango? Qui pouvait imaginer que c'est l'État ivoirien qui l'a lancé et que c'est une Ivoirienne qui a fait que Manu Dibango gagne un procès contre le très célèbre Michael Jackson. Oui, parce que Manu Dibango, qui venait de connaître un succès grâce à une firme américaine qui avait décidé de le produire, eh bien, va recevoir les vœux de Nouvel An. Nous sommes en 83. Les vœux de Nouvel An d'une amie ivoirienne. Et cette amie ivoirienne va informer Manu Dibango que je te souhaite bonne chance et surtout je te félicite pour ta collaboration avec Michael Jackson dans son dernier album. Manu Dibango reçoit la lettre et dit, mais j'ai fait quelle collaboration avec Michael Jackson? C'est comme ça que Manu Dibango se lève donc pour aller chercher le dernier album de Michael Jackson. Et cet album-là, c'était Thriller. Et dans cet album, pendant 1 minute, Michael Jackson reprend une partie de Soul Makossa. Et Manu Dibango, c'est là dont il découvre et amène l'album à la SACEM où il était inscrit. Ce sont donc les avocats de la SACEM qui vont attaquer le producteur
l'arrangeur de Michael Jackson, qui n'était autre que Quincy Jones. Manu Dibango va gagner le procès. Et là, il aura des millions. Parce que ils vont négocier. S'il n'y avait pas cette Ivoirienne, l'album Thriller devait passer comme ça. Oui, c'était un grand album, mais je dis bien, Manu Dibango n'allait pas en bénéficier. C'est un album qui a été vendu à 66 millions. Mais Manu Dibango n'avait pas prêté, il ne savait même pas, il n'était même pas au courant. C'est cette Ivoirienne qui lui a fait aller découvrir ça. Rien que pour ça, on peut dire merci à la Côte d'Ivoire, qui grâce à Houphouët-Boigny est devenue le centre de tous les artistes africains. Le Mori Kanté, c'est en Côte d'Ivoire. Amadou et Myriam, c'est en Côte d'Ivoire. Toutes les grandes stars de la musique africaine sont passées par la Côte d'Ivoire. Le seul artiste camerounais qui détient un double disque d'or s'appelle Mouni Bilé. Mouni Bilé est passé par où? Mouni Bilé est parti du Cameroun. Et c'est à 22 ans qu'il sort son premier album en Côte d'Ivoire. C'est une société ivoirienne, la CIS, la société ivoirienne d'industrie, de son, la CIS, comme on l'appelait, va accepter de produire un jeune Camerounais de 22 ans, Mouni Bilé. Vous connaissez aussi Tapala Mbolam? Disque d'or. Oui. 2 disques d'or de Mouni Bilé, obtenus grâce à la Côte d'Ivoire. Il avait la promotion partout. Il faisait des spectacles partout. Et c'est ainsi que le Makossa s'était envolé. Puisque la production du vinyle devait se faire en Europe. C'est donc la Côte d'Ivoire qui lance le Makossa. On a beau parler de Black Steel à Paris, avec le grand Toto Guillaume, Côte François et autres. Mais n'oublions pas que le seul disque d'or que le Cameroun peut se vanter sur le plan international, même si on peut aussi parler d'un Grand Prix de Anne-Marie Ndiaye, mais c'est d'abord Mouni Bilé. Et c'était en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas les Camerounais qui ont acheté Ositapa Lambolam. Ils ont découvert parce que Ositapa Lambolam était déjà lancé en Côte d'Ivoire. C'est ça la réalité. En 84, les Camerounais peuvent-ils savoir que lors de la CAN, que Amadou Ahidjo avait envoyé, bien sûr, André Maritala dans le stade en Côte d'Ivoire, et que, arrivant en Côte d'Ivoire, André Maritala avait été reçu par le président Houphouët-Boigny. Et c'est le président Houphouët-Boigny qui a contacté le président Omar Bongo pour recevoir André Maritala. André Maritala était assis derrière avec tous ces présidents-là, chauffeurs devant. Il n'a eu d'honneur dans le monde que grâce à André Maritala, à la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, on connaît tout simplement qu'il avait chanté « Je vais à Yaoundé, Yaoundé, la capitale ». Mais on oublie qu'il a aussi chanté un morceau pour remercier la Côte d'Ivoire.
Tout comme aussi, Moni Bilé lui-même a chanté un morceau pour remercier la Côte d'Ivoire. Oui. Si il y a eu des enfants Thomas, c'est parce que par la suite, des gens comme les talents de Marie les ont pris. Les plus grands spectacles qu'il a réussi, qu'il n'a jamais eu à faire au Cameroun, c'est en Côte d'Ivoire. C'est en Afrique de l'Ouest que Sanfang Thomas s'est le plus vendu, et particulièrement en Côte d'Ivoire. Comme j'ai dit, c'était la plaque tournante, et ça reste la plaque tournante du showbiz. Un artiste qui veut faire du showbiz ne peut pas dire « je n'irai plus en Côte d'Ivoire ». Cela veut dire que cet artiste ne connaît pas l'histoire de la musique. Mais soyons sérieux. Quel artiste camerounais va vous dire de grande notoriété qu'il n'a pas bénéficié des vrais cachets en Côte d'Ivoire? Quand les artistes camerounais vont à Etoudi, ils ont 500 000 francs. 500 000, même pas un million. 500 000 au palais d'Etoudi. Paul Biya leur avait dit officiellement que lui, il n'écoute que Beethoven. Paul Biya a-t-il déjà invité un artiste pour venir se produire à la CAN? Voilà la CAN qui finit. C'est plutôt un Congolais, Fallait Poupa, qui est venu se produire. On pourrait aussi prendre un artiste ivoirien, non? Puisque nous sommes donc des frères, jumeaux, siamois, comme on veut nous faire comprendre, et que aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, pays de traître, nous a trahis. Nous sommes partis prendre la canne chez eux. Qui est traître? Qui est ingrat? Nos meilleurs artistes ont été formés en Côte d'Ivoire. Notre seule icône, Manu Dibango, c'est la Côte d'Ivoire. À partir de là, les gens devraient être honnêtes envers eux-mêmes. Parce que dire j'aime mon pays, mais attendez, qui n'aime pas son pays? Vous savez combien de Camerounais vivent en Côte d'Ivoire? 40 000. Vous connaissez combien d'Ivoiriens vivent au Cameroun? Même pas 10 000. Et vous voulez mettre les Camerounais qui sont en Côte d'Ivoire en danger? Vous créez une guerre alors que c'est vous qui devez repartir en Côte d'Ivoire dans moins d'un an pour la CAN. Et vous provoquez les gens en disant que ne venez plus, nous-mêmes on ne viendra pas. Quand le Cameroun va jouer en Côte d'Ivoire, on fera donc comment? Et notre communauté qui est actuellement là-bas, mesdames et messieurs, soyons sérieux. Vous faites semblant d'aimer votre pays plus que qui? Vous savez, quel artiste camerounais va ignorer des grands promoteurs? Un artiste ne se lève pas et puis ton morceau devient ceci et cela. Il faut passer par des promoteurs. Et ces promoteurs sont d'abord des communicateurs. Vous connaissez? Je vous ai d'abord dit. Vous pouvez me citer un seul Ivoirien qui a déjà été nommé dans une société, entreprise parapublique au Cameroun, comme Manu Dibango l'a été en Côte d'Ivoire pendant 4 ans? Vous n'avez personne à citer. Et par contre, je peux vous dire, Constieka est arrivé en Côte d'Ivoire. Qui ignore ce que Constieka a fait? Il peut avoir tous ses défauts, mais on ne peut pas nier qu'au niveau du showbiz, c'était la crème. Il a vanté des artistes. Il a promu des artistes. Oui. Mais il faisait la promotion où? Sa société c'était où? Constieka n'a pas de maison au Cameroun, mais c'est en Côte d'Ivoire.
qu'il a investi. C'est en Côte d'Ivoire que Consti Eka a mené les artistes camerounais. C'était moi, un seul Ivoirien qui est connu au Cameroun, comme Consti Eka, qui est parti de la France pour aller s'installer en Côte d'Ivoire et ceci pendant 20 ans. C'était moi, un seul Ivoirien, qui est dans le monde du showbiz au Cameroun. Vous ne pouvez pas. Ça n'existe pas. Bien plus, ceux qui étaient même les meilleurs à mon époque ont été chassés du Cameroun. Yves Dembélé est parti du Cameroun comme moi en 2003. Yves Dembélé était avec moi à la CRTV. J'ai travaillé gratuitement à la CRTV sans jamais toucher un rond. J'étais au poste national où je faisais température scolaire, puis j'ai présenté l'émission, le Super Boom du samedi soir. C'était une émission de 2 heures. Mais un beau jour comme ça, parce que quand les FM naissent, la star qui est là-bas, c'est Yves Dembélé. Mais l'une des premières personnes à subir l'injustice à la CRTV, c'était moi. J'arrive, note, on ne veut plus les collaborateurs extérieurs. C'est comme ça que j'étais dehors à la CRTV. Alors que je travaillais gratuitement. J'allais à pied pour louer mes disques dans les discothèques et tout le reste. Yves Dembélé, après avoir lancé FM 94, après avoir lancé la CRTV, Yves Dembélé a été chassé un matin. En 2013, il arrive à la guérite, note de service. Interdit d'entrer à la CRTV. Que c'est le DGT. Et c'est la police qui l'a porté pour le jeter dehors. Humilié, Yves Dembélé est allé en Côte d'Ivoire. Là-bas, on lui a tendu les bras. Immédiatement, il était déjà en nostalgie. C'est lui qui présentait, tout le monde le sait. Même Miss Côte d'Ivoire. Y a-t-il vu la xénophobie? Pourquoi est-ce qu'il était la star de la télé? Parce que, avant cette histoire de condamnation où lui-même, il a été condamné par ceci, qui d'autre dans le showbiz était plus connu que Yves Dembélé en Côte d'Ivoire? Les Ivoiriens n'ont pas dit, mais c'est nos frères. Les Ivoiriens n'ont pas dit, mais attendez, vous voulez dire quoi? Que les Ivoiriens, il n'y a personne là-bas ayant des doctorats, ayant ceci, étant capable de parler à la télé. Mais non. Ils ont pris Yves Dembélé comme leur frère. Ils l'ont élevé, comme vous dites là-bas, surlivé. Alors qu'il avait été rabaissé. Ils l'ont condamné avec sursis. Il n'est même pas allé en prison. Quel artiste va dire qu'il n'a pas bénéficié de la promotion de Yves Dembélé en Côte d'Ivoire? Et puis, ces artistes du Cameroun qui disent qu'ils aiment le Cameroun, citez-moi une chanson que vous avez eu à faire qui est connue dans le monde entier avec le nom Cameroun. Il n'y a pas. C'est plutôt un artiste ivoirien, mais oui, qui vient de commettre un opus, qui passe partout en boucle, sur des vraies chaînes internationales, où il parle de la richesse culturelle du Cameroun. Il présente même les mains. Vous êtes là sur des réseaux sociaux. Vous ne chantez que le sexe fait ceci, oh les fesses, oh les lolos, oh les ceci. Mais dites-moi, vous chantez quoi? Vous avez chanté le nom Cameroun. C'était moi, là vous avez chanté Cameroun. En dehors de Talent de Marie qui a chanté, je vais à Yaoundé. Les enfants Thomas à l'époque étaient connus parce qu'ils vantaient des personnalités. Ils prenaient position. Ils étaient panafricanistes. Quand ils chantent Mandela, Mandela n'était pas camerounais. Les artistes camerounais ont participé pour des choses comme la lutte contre la faim, We Are the World. Ils ont été dans plusieurs domaines où ils ont pris des engagements. Là, c'est
dans des réseaux sociaux qui sont en train de faire uniquement des clashs, soit disant que c'est pour défendre l'image du Cameroun. Mais non. Chanter des choses qui vont rehausser l'image du Cameroun. Chanter des choses qui vont rehausser l'image de l'Afrique. Ayez des textes qui sont révolutionnaires. Prenez des vraies causes. Comme ces enfants qui sont tués là-bas, au nord-ouest, au sud-ouest. Et vous êtes une maman. Mais vous encouragez Paul Biya qui a organisé une guerre fratricide. Oui, vous détestez les Ivoiriens. Ce sont les Ivoiriens qui sont venus déclencher la guerre anglophone. Ce ne sont pas toujours des Camerounais dans votre haine. Vous avez dit que les anglophones sont des anglofous. Vous avez déclenché la guerre. Vous avez vu la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire a fait sa guerre de réconciliation. Pour nous, là, depuis 5 ans, la guerre en Côte d'Ivoire a duré combien de temps? Et ils se sont déjà réconciliés. Nous, on est au début de notre guerre. La guerre en Côte d'Ivoire a fait 3 000 morts. Nous, on est déjà à 12 000 morts. Et vous dites qu'on est le meilleur pays. Oh, on est ceci, machin, on est frères. Mettons-nous ceci. Vous êtes frères. Vous partez chanter l'hymne égyptien. Vous connaissez chanter l'hymne camerounais en anglais. C'est en arabe ou en chinois que vous partez apprendre l'hymne. L'hymne de votre pays, vous ne connaissez même pas une phrase en anglais. Mais c'est l'hymne égyptien. Regardez-moi comment ils sont. C'est terrible. Et avec ça, vous voulez vous faire respecter. Vous croyez que le respect se mendie? Le respect se mérite par ce que vous présentez au monde entier. Je connais beaucoup de collègues qui me disent qu'ils ne peuvent même pas parler. Une Nigériane vient, elle filme tout simplement, elle dit tout simplement que j'ai vu les moustiques. Oh non, on va le tuer. On doit la tuer. Un journaliste français vient dire que non, voilà la route. Oh non, non, non. Mais attendez. Quel est ce peuple qui n'accepte pas des critiques, qui trouve que tout le monde qui critique quelque chose dans le pays est un antipatriote? Mais mon ami, on vous parle de l'état des stades. Mais vous-même, vous voyez. Mais vous voulez refuser cette vérité. Mais attendez. C'est la Côte d'Ivoire qui est venue faire que votre stade soit comme ça. Et au-delà de ça, ça s'est déjà vu ailleurs, où les stades peuvent être dégradés. Et ces peuples ont dénoncé. Mais l'Euro 2016 s'est tenu en France. La première personne à critiquer le stade de Lille, c'est-à-dire le stade Pierre-Mauroy, c'était qui? C'était un joueur de l'équipe de France. Après le match Suisse contre France, il avait dit c'est un vrai scandale, c'est un champ de patates. Le match s'était soldé par 0 but partout, Adil Rami. Par la suite, c'était Didier Deschamps qui est venu devant les caméras du monde entier pour critiquer l'état des pelouses de la France, du stade Mauroy. Donc, Didier Deschamps était l'ennemi de la France. L'entraîneur de l'équipe de France était l'ennemi de la France. Tous les joueurs qui avaient parlé, donc Adil Rami, le premier, les Allemands avaient critiqué et avaient menacé qu'ils ne pouvaient pas jouer les huitièmes de finale là-dessus. Mais qu'est-ce que les autorités françaises ont fait? Et la fédération? Mais ils ont dit à l'UEFA que nous nous inclinons, nous avons pris acte. Ils ont fait une conférence de presse et ils ont dit nous reconnaissons que l'état de la pelouse est catastrophique. La France avait reconnu et avait justifié cela par des conditions climatiques. Parce qu'il avait plu des jours et des jours. Or, quand il pleut, ça abîme plutôt la pelouse. Et puis, les autorités françaises avaient décidé qu'au lieu d'aller reprendre le gazon en Slovénie, qu'ils vont plutôt prendre des rouleaux de pelouse
aux Pays-Bas. C'est comme ça que les rouleaux de pelouse sont arrivés en pleine compétition. Ils ont été placés en 2 jours chrono, une nouvelle pelouse, au stade Paul Mauroy. Alors que là, au Cameroun, vous avez des possibilités d'avoir la pelouse. Puisque, en Europe, les pelouses se détériorent. Et ils sont obligés d'utiliser la luminothérapie pour pouvoir ensoleiller. Parce que, mais vous justifiez que la pelouse est mauvaise parce qu'il y a beaucoup de soleil. Mais mon ami, consultez un jardinier. Un jardinier va vous dire que la pelouse est verdoyante quand il y a le soleil. C'est pour ça que dans les stades, on crée des systèmes d'ensoleillement pour que la pelouse soit bonne. C'est pour ça qu'ils font des implants. Comment un stade comme le Cameroun, comment un pays comme le Cameroun, qui non seulement a de l'espace, ne connaît pas d'hiver, ne peut pas faire une pelouse qu'on vient tout simplement, on enlève, on revient poser une deuxième. Mais cette carte est préparée depuis 2014 que le Cameroun l'avait gagné. Les stades ont commencé la construction en 2008. Comment se peut-il que le Cameroun ne puisse pas prévoir les champs de pelouse? Il manque les jardiniers, il manque la terre, il manque le soleil. Quand on dit avec ça, la pelouse que vous voyez là, vous croyez qu'on sème là et puis ça commence. Non, mais c'est des rouleaux. Puis on pose, on arrose de l'eau, on aplatit, et par la suite, c'est l'ensoleillement. C'est comme ça qu'on fait. Et là où ça se dégrade, on vient, on coupe, on repart dans le champ de pelouse, on prend une partie, un rouleau, on revient poser. Simple. Une canne à 3 000 milliards. Vous vous retrouvez donc aujourd'hui avec le stade Japoma qui est fermé. Japoma est fermé. Le dernier match, ce sera celui de Lyon en quart de finale. Échec. Puis le deuxième stade, celui que vous nous avez vanté comme étant le plus beau, le plus ceci, le plus merveilleux, le stade Paul Biya. Le voilà qui est fermé par la CAF. Vous avez passé le temps à vous trouver beau. Parce que vous écoutiez les gens comme les Constant Omari. Qui, le dès qu'ils sont venus prendre de l'argent, et vous ont menti. Il a même dit que le Cameroun avait le plus beau stade d'Afrique. Le plus beau stade d'Afrique. Alors que chez lui, le stade des martyrs, c'est 80 000 places en RDC. Mais le stade pour lui, c'est 60 000 places. Vous rêvez. Mais, allez. Ne serait-ce que, je vous parle, par exemple même l'Égypte là on a organisé la CAN. Le stade du Caire, c'est combien? 75 000 places. Donc 15 000 places de plus que le Cameroun. Et vous trouvez que c'est votre stade qui est beau. Mais, avec quoi? Le stade de 60 000 places, c'est comme celui de Tunisie. Le stade de Tunis, c'est lui qui a 60 000 places. Mais sauf qu'il a 3 terrains complémentaires. Donc dépasse le stade Paul Biya. Le stade Paul Biya devait être beau si jamais et dépasser tous les autres. S'il y avait eu l'hôtel 5 étoiles qui a disparu, qui est encore au sous-sol, avec ses 70 chambres, s'il avait son musée qui a disparu, s'il avait sa piscine olympique qui a disparu, qui devait avoir son musée qui a disparu, qui devait avoir le supermarché qui a disparu. Mais vous avez le seul stade qui n'a pas de supermarché. Et vous dites que c'est beau. Mais allez en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a organisé une Coupe du Monde en 2010. Mais l'Afrique du Sud n'avait pas attendu la Coupe du Monde. Hein. Puisque quand Mandela sort de prison, il va dans quel stade?
dans un stade sud-africain qui a une capacité de 94 700 places. Je dis bien 94 700 places. Donc près du double de celui de Lyon. Et vous dites que vous avez les plus beaux stades. Quand on n'a pas voyagé, on a un problème. Quand on est borné, on se dit patriote. Vous êtes des patriotes. Se voir très beau, se voir ceci et cela, ne pas accepter des critiques, mais les critiques permettent de s'améliorer. Mais au Cameroun, dès que quelqu'un gaffe, dès que vous voulez critiquer, il court vite sur Internet. Il cherche comme, oh, même là-bas, en France, il y a aussi eu coupure d'électricité. Oh, non, attendez. Non, même en France, même en Europe, il y a eu accident dans le stade. Oh, mais ils sont allés à Internet, fouiller jusqu'aux catastrophes en Écosse en 1902. Jusqu'à même ramener aussi le stade au Fouet-Boigny. Que oui, là-bas, il y avait aussi eu des morts.